enregistrer. Donc, à partir de maintenant, et donc pour cette fonction de coût, pour mesurer l'erreur, il y a des choix par défaut qu'on utilise dans la plupart des cas. Pour les problèmes de type régression, donc c'est-à-dire quand on veut modéliser une fonction, on a une fonction de coût qui est une moyenne calculée sur tous les exemples avec une fonction L qui prend la fonction L, elle prend le résultat attendu et l'estimation calculée par le réseau. Et cette fonction L, elle est calculée comme dans les moindres carrés. Donc c'est 1/2 fois l'estimation YI moins le résultat attendu YI au carré. Donc là, dans le cas vectoriel, il faut interpréter le carré comme un produit scalaire. Et donc, deuxième type de problème, c'est les problèmes de type classification. Donc, en cas classe en général. Donc là, on va avoir comme L encore une somme sur K de termes qui correspondent à la fonction de coût qu'on a déjà vu dans la régression logistique. Donc YI fois log Y chapeau I plus 1 moins YI fois log de 1 moins Y chapeau I. Après, la grande question donc, qui se pose, c'est comment on va calculer le gradient de J par rapport aux paramètres W et B. Et là, c'était dans les années 80 qu'on a trouvé un algorithme efficace pour ce calcul, et ça c'est l'algorithme de rétropropagation ou backpropagation en anglais. Si on veut utiliser cet algorithme, on a justement besoin que J soit de la forme comme sur le diapo précédent. Donc il faut que J soit une somme sur les exemples I d'une fonction de L de Y chapeau I et de YI. Et là, on va supposer, pour généraliser un peu, que le réseau possède L-1 couches cachées. Et donc la première couche, la couche d'entrée, c'est la couche 0, et la dernière couche, la couche de sortie, c'est la couche L, et entre les deux, on a L-1 couche cachée. Et comme on a déjà vu, l'activité AL de la couche L est déterminée par les deux formules. Donc d'abord on calcule une entrée pondérée, donc cette L qui est une matrice de paramètres WL fois l'activité de la couche précédente plus un biais BL. Et l'activité de la couche L est ensuite la fonction d'activation appliquée au vecteur des ZL. Donc tout ça,
c'est en vectoriel en général. Donc là, pour l'écriture, j'ai supposé que le G ne dépend pas de L, donc on ne prend pas de fonction d'activation différente pour dans les différentes couches cachées, mais ça peut se faire sans problème. Donc là, faudrait rajouter un indice L au G. Et donc à la sortie, l'estimation du réseau Y chapeau I et l'activité AL de la dernière couche. Donc tout ça calculé en prenant le vecteur xi des données de l'exemple I en entrée et avec les paramètres W. Donc dans les W, j'ai les matrices des poids pour chaque couche et les billets. Donc ça c'est un peu la mécanique encore une fois du réseau. Et maintenant le but de l'algorithme de rétropropagation est le calcul donc le plus efficace possible des dérivées partielles de L. Donc en principe on veut le gradient de J, donc J est une somme de termes avec L, et donc il suffit de connaître les dérivées partielles de L par rapport au W LIJ et les dérivées partielles de L par rapport au paramètre BLI. Et pour ce faire, ça je vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'algorithme, pour ce faire, on peut calculer successivement des quantités delta Li, qui sont les dérivées partielles de L par rapport aux entrées pondérées ZLI. Et on commence par la dernière couche, et on termine par la première couche cachée, parce que, comme le nom l'indique, c'est dans l'algorithme de rétropropagation, on commence par la dernière couche et on revient en arrière jusqu'à la première couche cachée. Et dans cet algorithme, il est basé sur 4 formules. Et dans les formules, on a des produits de vecteurs ou de matrices élément par élément. C'est pour ça j'utilise le symbole ici d'un point avec entouré par un cercle. Et donc la première formule nous dit comment on peut calculer le delta pour la dernière couche. Donc en gros c'est la dérivée, à chaque fois c'est la dérivée d'une fonction composée. Donc comment est-ce que le L dépend de cette L, donc de l'entrée pondérée de la dernière couche. C'est à travers l'estimation Y chapeau. Et donc essentiellement ici le gradient par rapport à A, c'est le gradient par rapport à l'activité de la dernière couche. Et ça c'est multiplié par un G' évalué en 7L. Et pour les
couche antérieure, pour une couche antérieure, donc le delta L peut se calculer à partir du delta L plus 1 en multipliant par la matrice des poids WL plus 1 transposé, et tout ça multiplié élément par élément par G' de cette L. Donc ça, là, ça c'est un petit L. Et donc ça nous permet de revenir en arrière et à calculer le delta L pour chaque couche. Et à partir des deltas, on peut obtenir les dérivés partiels par rapport au B et par rapport au W et J facilement. Donc la dérivée par rapport à B LI, c'est juste le delta LI lui-même. Et la dérivée par rapport à WLIJ, c'est le delta LI multiplié par le AJ de la couche précédente. Donc ça. Et donc avec ça, on a les gradients. Et ensuite, l'apprentissage se fait avec à la base avec un algorithme de descente de gradient simple. Et donc en résumé, on a cet algorithme là. Donc il y a 4 étapes pour l'apprentissage. Donc pour chaque exemple, on a besoin de faire une propagation avant. On a besoin de calculer les ZL et les activités AL pour chaque couche. Et après, pour la mise à jour des paramètres, on va calculer le delta L pour la dernière couche à l'aide de la première formule. On va calculer les delta L pour les couches précédentes à l'aide de la deuxième formule. Et à la fin, on va utiliser les deux autres formules pour calculer les dérivés par rapport aux paramètres. Et cet algorithme, en principe, c'est juste une application un peu conséquente de la dérivée d'une fonction composée. Mais cet algorithme a un avantage considérable par rapport à d'autres méthodes de calculer le gradient ou des méthodes approchées. L'avantage, c'est qu'on a juste besoin de faire une propagation avant et une rétropropagation qui est à peu près du même coût. C'est à peu près le même coût de calcul. Et après, on a le gradient. Sinon, il faudrait calculer une approximation de la dérivée par rapport à WIJ pour chaque WIJ. Donc ça nécessiterait une propagation avant avec WIJ, une autre propagation avant avec un WIJ plus un petit h, et après on fait la différence, on divise par h et ça nous donne une approximation de la dérivée par rapport à WIJ. Et là on a déjà deux
propagation avant à faire pour chaque, et il faut faire ça pour chaque WIJ. Donc ça c'est un énorme un énorme coût en opération. Et donc ça c'était trop lent, c'est pour ça que c'était important, c'était une étape importante, la découverte de cet algorithme de rétropropagation. Bon. Donc avant je faisais un peu d'exemple avec MNIST, mais depuis l'année dernière on a rajouté un TP, donc on va aller directement dans le premier TP réseau de neurones. Donc c'est le TP5 et l'objectif dans ce TP est de la prise en main justement d'un code MATLAB qui permet d'expérimenter un peu avec les réseaux de neurones. L'avantage pour vous c'est que tout est déjà fait. Il y a juste les expérimentations à faire essentiellement. Donc vous pouvez trouver les codes dans Moodle et dans le code il y a 4 dossiers. Un dossier data avec des bases de données, un dossier alias NN avec notamment une fonction modèle qui fait tout ça, la propagation avant et l'apprentissage avec la méthode du gradient en utilisant la rétropropagation. Après il y a un dossier avec des scripts déjà pour un premier problème, et il y a un dossier pour la visualisation des résultats. Là, ce qu'on peut noter, c'est que il y a des dossiers avec un symbole plus devant, et ça indique que qu'on peut appeler les fonctions dans ces dossiers et qu'on peut les utiliser un peu comme une librairie, une bibliothèque. Par exemple, si on veut appeler la fonction displayPointCloud dans le dossier visu, on peut l'appeler comme ça, donc visu.displayPointCloud, et avec l'argument database, donc ce sera le nom de la base de données. Et donc dans ce TP, il y a d'abord une première partie prise en main du code MATLAB fourni. Donc là on va aller regarder un peu ces codes. Donc là ça c'est le script qui va utiliser une première base de données. Ça sera une base de données où il faut séparer deux groupes de points, donc des exemples positifs et des exemples négatifs. C'est un peu comme comme dans la régression logistique. Donc là tout ça c'est
les commandes habituelles qu'on met toujours au début d'un script en général. Là c'est le nom, on définit le nom du fichier, donc file name. Là ça va nous faire une visualisation des données. Et dans cette partie là on va définir quelques paramètres, par exemple là le nombre d'itérations qu'on va faire dans la descente de gradient. On va définir un learning rate, donc c'est le pas de descente. Avec la variable printCost, on peut indiquer si on souhaite que le coût, la fonction de coût soit affichée au cours de l'itération ou non. Et là on va, ça c'est pour déterminer la taille des données d'entrée. Donc c'est la première dimension de la variable xtrain, donc ce sont les données d'entraînement dans la base de données. Ensuite ici dans le layers dims, là on a les dimensions du réseau, donc on a une couche d'entrée de taille nx, justement. Après on a une couche cachée de taille 5 et un seul neurone en sortie. Et après c'est ici que l'apprentissage se fait en utilisant la fonction modèle du dossier layers nn. Et après là on fait une visualisation du résultat, et là le reste c'est pour calculer la précision. La précision, déjà sur un ensemble, sur la base de données d'entraînement et aussi sur une base de données de test, parce que ça c'est important. Avec ce type de modèle, il faut toujours vérifier que le modèle qu'on a appris est capable de généraliser et qu'il peut être performant aussi sur une base de données de test qu'on n'a pas utilisé pour l'entraînement. Ça c'est important parce que sinon, si le modèle est très performant sur la base de données d'entraînement et échoue sur une base de données de test, donc ça indique qu'on est en surapprentissage, qu'on a trop appris les détails des ensembles d'entraînement. Donc après, là, on va regarder un peu à l'intérieur de la fonction modèle. Donc la fonction modèle, elle prend une base de données, les dimensions du réseau, le nombre d'itérations, le learning rate et cette variable qui indique si on veut que
la fonction de coût soit imprimée ou non. Après, dans la database, on va extraire les données d'entraînement et les résultats attendus. Après, on va initialiser les coûts. Donc, ça c'est un vecteur vide. Et on va initialiser aussi les paramètres du réseau. Et comment on va les initialiser? Ça c'est fait dans cette fonction là. Là, ce qui est important pour la descente de gradient, en principe on pourrait se dire qu'on peut tout initialiser par 0 comme on avait fait pour la régression logistique, mais ici dans les réseaux de neurones c'est pas possible, parce que en particulier si on initialise les WL par 0, les gradients calculés sont 0 et donc ces paramètres changent jamais. Donc là, dans les réseaux de neurones, il faut initialiser les WL comme ça, donc avec des petits nombres aléatoires. Ça c'est fait ici avec la commande rand_n. Donc ça rend un nombre aléatoire, des nombres aléatoires qui ont une distribution gaussienne. Et par contre les B, on peut les initialiser par 0, ça pose pas de problème. Et donc ça c'était l'initialisation des paramètres. Ensuite on fait la descente de gradient dans une boucle for. Donc dans cette ligne là on calcule la propagation avant, qui va se faire dans les L-1 couches, dans les L-1 première couche, avec une fonction d'activation ReLU, et pour la dernière couche avec une fonction d'activation sigmoïde. Ensuite, et donc les détails sont cachés dans cette fonction là, LModelForward, et cette fonction elle rend l'activité AL de la dernière couche et une structure cache, et dans cette structure on a des choses, les objets, les variables qui sont importantes pour la rétropropagation. Donc pour chaque couche on se fait un cache, et dans cette cache on a par exemple l'activité de la couche précédente, les paramètres, les W, les B, et tout ce dont on a besoin pour la rétropropagation. Après ici on calcule la fonction de coût. Les détails sont cachés dans cette fonction là, compute cost, et pour la mise à jour des paramètres, on calcule les gradients avec la rétropropagation. Les détails sont cachés dans cette fonction là, LModelBackward,
Et finalement, on passe à la mise à jour des paramètres. Donc ça se passe dans une fonction update parameters qui prend les paramètres, les gradients et bien sûr le learning rate, le path descente. Après on rajoute le coût au vecteur des coûts, au vecteur costs. Et là, si c'est souhaité, le coût est imprimé. Là, c'est affiché dans la console, et ici, à la fin de l'itération, on va avoir un plot avec les coûts. Comme ça, on peut voir si éventuellement on doit augmenter ou non le nombre d'itérations. Et donc dans les fonctions où sont cachés les détails, on a le L-model forward, et même là, les détails sont toujours cachés dans cette fonction là. Donc ça c'est juste là. Essentiellement ça c'est la fonction d'activation. Et qu'est-ce qui se passe dans la fonction d'activation? Donc là on applique tout simplement relu ou sigmoid au set. Selon la couche. Et le set, il est calculé par cette fonction là, comme on a vu sur le slide. Donc set est égal à W fois A plus B. Après ici bien sûr on a besoin des fonctions là, le sigmoid, relu, on a besoin de la fonction de coût, et donc là la traduction en MATLAB de la fonction du coût des diapos, c'est en matriciel, c'est cette expression là. Le AL c'est le Y chapeau, donc l'activité de la dernière couche. Et dans les algorithmes, dans les logarithmes, on rajoute souvent en EPS, donc ça c'est l'epsilon machine, pour éviter de prendre éventuellement un logarithme de 0 qui
qui n'est pas défini. Et après, les détails de la rétropropagation sont dans ces fonctions-là. Donc là, ce qui correspond au delta des diapos, il me semble que c'est le D7. Ici. Et par exemple là, ici on calcule les gradients par rapport aux paramètres W qui sont à la fin. Ouais. Donc le delta multiplié par l'activité de la couche précédente. Ouais. Et les dérivés par rapport au B se calculent juste avec le delta, donc avec le D7. Donc là vous voyez, à la fin ça devient quand même assez complexe, donc c'est pour ça qu'on ne vous demande pas de partir de zéro sur une programmation comme ça. Donc tout est déjà donné. Ah oui, et à quoi sert la fonction predict? Donc ici, dans le même dossier que la fonction modèle, on a aussi une fonction predict, et cette fonction elle sert à faire des prédictions une fois le réseau entraîné. Et donc la prédiction se fait tout simplement avec une propagation avant et la prédiction du réseau pour un exemple donné et l'activité de la dernière couche. Et donc là, on va regarder donc ce script 1. Et on va voir si ça fonctionne. J'espère que ça sera pas trop lent parce que j'ai quand même un certain nombre de logiciels ouverts là. Ah, non, ça va. Alors, il a fini. Par contre, j'arrive pas à bouger la fenêtre. Si.
Donc ici, vous voyez l'évolution de la fonction de coût. Donc moi, là, j'ai fait avec 10 000 itérations. Donc là, moi, avec les paramètres, en particulier avec le learning rate 0,01, ça se passe bien. Donc on a une descente monotone de la fonction de coût, et à la fin, on a l'impression d'arriver à un plateau. Donc, il servirait à pas grand chose de continuer plus. Donc ensuite, pour la classification, ici on a à droite on a les données. Donc là en rouge les exemples positifs et en bleu les exemples négatifs. Et ici on a la classification apprise par le réseau. Donc là dans la zone rouge, malheureusement je sais pas pourquoi, par rapport à l'autre graphique, il paraît que c'est retourné. Donc là je suis en moins 0,8, là je suis en plus 1, c'est retourné. Donc maintenant les bleus sont en haut et les rouges sont en bas, et là on voit en bleu les zones qui sont classifiées négatives, et en rouge la zone classifiée positive, et là en jaune, orange et en bleu clair c'est les zones où c'est un peu flou. En fait, en réalité, il y a bien une frontière de décision fixe, mais avec la visualisation, comme on avait fait dans la régression logistique, on indique que c'est pas très clair pour le réseau comment classifier les points qui sont un peu dans cette zone orange et bleu clair. Alors que là où on a un bleu plus foncé, là c'est très clair pour le réseau que ça c'est négatif, et là c'est bien rouge, c'est que là c'est bien positif. Bon, ça c'était un premier exemple de classification avec réseau de neurones. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Non. Pas de questions, donc. Oui, j'ai pas de questions. Ok. Pas tant mieux si c'est clair pour vous. Là, on va dire la première partie elle est faite, et maintenant on va regarder un peu la deuxième partie. Donc là on peut étudier un peu l'influence de l'architecture d'un réseau. Donc là je vais aller dans
dans le deuxième script. Et là, on va travailler sur l'exemple qui était un peu compliqué en régression logistique. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, où c'était l'exemple où un groupe de points, je ne sais plus, je crois que c'est les exemples négatifs qui étaient un peu en losange au milieu des exemples positifs. Et là, on va donc essayer de trouver une classification pour ce problème avec un réseau de neurones. Et donc là, le début du code est tout à fait identique. Et donc là, j'ai pris, par contre là, je fais un nombre d'itérations plus important, je fais 50 000. Le learning rate est toujours pareil. Et je prends aussi un réseau plus compliqué. Donc on a toujours nos données d'entrée, dimension nx qui est égale à 2. Ici parce que ouais, on travaille en 2 dimensions. Après je vais plonger ces données dans un espace de dimension 20. Donc je prends une première couche cachée qui produit une activité qui est un vecteur de taille 20. Après, j'utilise une deuxième couche cachée de taille 10. Et à la fin, un neurone sorti pour me faire ma classification. Sinon, tout le reste est pareil. Donc là, ça risque de prendre un peu plus de temps. J'espère que ça va aller. Ouais, il travaille bien. Ah, c'est bon. On a fini. Donc là, on voit que ouais, là on pourrait presque aller plus loin. Parce que là, on n'est pas vraiment sur un plateau pour les coups.
Et pour les données, donc à droite, c'est les données, à gauche, la classification, on voit que voilà, ça fonctionne pas mal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'exemple où il fallait prendre des fonctions phi en régression logistique un peu bizarre, donc racine carrée de valeur absolue de x1 et racine carrée de valeur absolue de x2 plus toutes les fonctions de type polynomial d'ordre 1 et 2 pour arriver à une bonne classification. Et là, pour le réseau de neurones, on n'a pas cherché, on n'avait pas besoin de chercher des phi ou quoi que ce soit. C'est le réseau qui apprend tout seul. Alors on va regarder ce que je fais aussi afficher le nombre, le pourcentage des exemples classifiés correctement. Donc ici on est à plus de 96%, et ça sans chercher des fonctions phi qui fonctionnent bien. Alors que pour l'autre, on arrive aussi à faire plus de 90%, mais il faut avoir un peu d'inspiration pour trouver des phi. Donc là, c'est le réseau avec un peu de profondeur là qui trouve des phi tout seul. Donc là, à la fin, on fait donc la classification avec un neurone à partir d'une couche, une avant-dernière couche de taille 10, donc on a un vecteur d'activité de taille 10. Et le dernier neurone, il apprend, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend un plan, un hyperplan dans cet espace de dimension 10 pour séparer les exemples positifs et les exemples négatifs. Donc l'idée qu'on a un peu, c'est que les couches cachées intermédiaires servent à dénouer un peu les points, et comme ça, dans la couche de sortie, on est capable de passer, par exemple, un hyperplan entre les deux groupes, entre les exemples négatifs et les exemples positifs. Là, donc là, pour moi, ça c'était des paramètres qui fonctionnent assez bien. Donc après,
c'est à vous aussi de jouer un peu avec les codes chez vous pour comprendre un peu l'effet que peut avoir des variations d'architecture ou de learning rate et autres. Donc ça, par contre, ça, on a toujours besoin de bricoler un peu, c'est ce genre de hyperparamètres, comme on dit. Et ça, même les réseaux de neurones nous enlèvent pas cette tâche. Par contre, déjà, on n'a plus besoin de chercher des filles. C'est déjà un avantage. Vous avez des questions là, sur cette partie? C'est bon, vous avez l'impression de comprendre? En partie, oui. Donc ça va, moi je suis toujours un peu... C'est un peu difficile pour moi parce que je vous entends pas, je vois pas vos réactions. Quand je suis en cours, je vois les visages, je vois mieux si vous êtes complètement dépassé ou si c'est facile. Non, bah, on essaie de suivre, mais c'est pas toujours facile, quoi, mais on voit l'idée. Vous voyez les idées, ça c'est le plus important. Ok, donc je pense pour aujourd'hui on pourrait s'arrêter ici parce que là il y a un dernier exemple où c'est des images de chats où on veut appliquer la classification à la reconnaissance d'un chat. Donc peut-être on va faire ça la prochaine fois. Il faut que je réfléchisse aussi si je fais pas le calcul avant, parce que là ça risque de prendre un peu de temps, parce que quand on travaille avec les images, là avec des données 2D, c'est relativement rapide, mais les images, ça donne des vecteurs beaucoup plus grands. Bon, on va faire les chats la prochaine fois. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous dis au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.